Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un projet qui met en lumière une problématique courante dans le domaine des objets connectés, c'est comment afficher des données en temps réel via une page web et représenter ces données sous forme de graphiques dynamiques. Ici, nous utilisons un ESP32, c'est une puissante carte microcontrôleur capable de se connecter donc au réseau Wi-Fi pour mesurer et surveiller le courant dans une installation électrique. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite que ce tutoriel est relativement complexe à assimiler. Mais il ne faut pas reculer devant la difficulté. Aussitôt que vous aurez appréhendé le fonctionnement de ces divers éléments pour créer une page web, vous verrez que l'ensemble devient de plus en plus facile à comprendre. De même, cela vous donne la possibilité d'améliorer votre façon de programmer ce type de matériel. Alors, ce projet a été conçu pour répondre à un besoin précis, surveiller la puissance électrique d'une installation en temps réel, de manière accessible via une interface web. Mais cette tâche comporte quand même plusieurs défis. Alors, l'un des premiers défis est de comprendre comment héberger une page web directement sur le SP32, une carte qui n'a pas la capacité d'un serveur web traditionnel. Nous devons configurer un serveur HTTP léger capable de répondre aux requêtes des utilisateurs tout en gérant donc la connexion Wi-Fi. Ensuite, cette page web doit être dynamique, contrairement à une page statique qui se charge une fois et reste figée. Ici, nous devons faire en sorte que les données, et dans notre cas la valeur de courant, soient mises à jour en continu sans nécessité de rechargement complet de la page. Le capteur de courant est donc connecté au GPIO 12 de l'ESP32. Chaque seconde, la valeur du courant est lue sous forme d'une tension analogique que nous devons convertir en une valeur de courant en ampères. Cette conversion est réalisée dans le code pour refléter fidèlement donc les variations de courant et donc la puissance de l'installation. Cependant, pour des besoins de rendu et de test, nous avons dû donc créer un générateur de tension aléatoire pour remplacer le capteur de courant. Cela ne change rien à l'utilité du montage. En fait, ce générateur de tension aléatoire est là pour vous montrer comment les courbes sont tracées sur la page web. De plus, il peut exister un problème aussi pour les personnes qui souhaiteraient effectuer des mesures beaucoup plus rapides. Alors en effet, si on utilise le GPIO 12, comme nous l'avons fait dans le code, pour les lectures analogiques, ce GPIO 12 correspond au convertisseur ADC2 sur le canal 1. Lorsque le Wi-Fi est actif sur la série ESP32, les canaux ADC2 deviennent indisponibles car ils sont partagés avec le circuit Wi-Fi. Ça signifie que toute forme de lecture analogique à partir du canal et des canaux plutôt ADC2 ne fonctionnera pas correctement lorsque le Wi-Fi est utilisé. Alors pour une utilisation avec une fréquence de mesure de l'ordre de 1 à 2 secondes, cela ne pose pas de problème majeur. En revanche, si vous souhaitez des mesures plus précises et ne perdre aucune valeur, il faudra donc utiliser un autre type de canal. Voilà ce qui est pour la prise de tension. Alors je dirais de courant et convertir en tension. Alors le code utilise des requêtes asynchrones avec Ajax via JavaScript pour récupérer les données de courant en arrière-plan sans perturber l'affichage de la page. Ça permet aussi de maintenir la page interactive tout en recevant des nouvelles informations en continu. Alors, je dirais que l'un des aspects les plus complexes est la création d'un graphique en temps réel. Pour cela, nous avons utilisé Char, une bibliothèque JavaScript qui permet donc de créer des graphiques dynamiques et interactifs. Nous allons donc créer plusieurs tutoriels pour mettre en avant cette librairie qui est très utile pour ce genre d'application. Alors, comment ça fonctionne? Bien, chaque seconde, de nouvelles valeurs sont ajoutées au graphique. Mais pour éviter que celui-ci ne devienne trop chargé, nous avons imposé une limite sur le nombre de points affichés en même temps. Ça signifie que les valeurs les plus anciennes sont progressivement remplacées par les nouvelles valeurs qui arrivent. Ça garantit que le graphique reste lisible. Ce graphique reflète directement les mesures de courant et donc indirectement la puissance de l'installation. Voilà pour ce qui est de la présentation du programme et la conception avec toutes les difficultés rencontrées. Alors, je vous l'accorde une nouvelle fois, comme je l'ai déjà expliqué au début, ce genre de tutoriel est relativement lourd à digérer parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Cependant, dès qu'on commence à comprendre un peu le fonctionnement de cet ensemble, cela devient progressivement plus accessible et c'est ce qui va faciliter votre approche de la programmation sur une page web allégée avec un ESP32. Alors maintenant, passons donc au test de ce code. Nous voici donc dans la phase de test. Alors à gauche, on peut observer le générateur de tension aléatoire. Le but de ce générateur est de fournir une tension variant de 0 à 3 volts 3.
correspondant donc à la tension maximale admissible sur les entrées de l'ESP32. Ce générateur permet de faire varier la tension appliquée à l'entrée de la surveillance courant, bien que nous surveillons en courant, celui-ci est converti donc en tension. Si vous ne souhaitez pas utiliser de générateur de tension aléatoire, vous pouvez le remplacer par un potentiomètre monté en pont diviseur. Cela effectuera le même travail, mais vous devrez donc ajuster manuellement la tension pour réaliser vos tests. Ici, l'automatisation du générateur nous permet de tracer une courbe en continu. Une fois les tests terminés, vous n'avez plus qu'à connecter votre installation avec un convertisseur de courant pour obtenir donc une tension de 0 à 3,3 volts sur le SP32. Il existe également des modules très pratiques qui non seulement convertissent le courant, mais mesurent aussi la tension. Nous aborderons ce sujet dans un autre tutoriel. Alors à droite, vous voyez la surveillance de courant avec un autre ESP32. Chaque ESP32 possède sa propre adresse. Ce que l'on peut aussi observer, c'est la courbe. C'est que les points de mesure défilent par défaut sur 100 points. Cependant, si vous souhaitez obtenir une courbe plus longue dans le temps, il suffit de modifier la limite du nombre de points affichés. Alors par exemple, je vais ici, je mets 1000, j'applique. Ici, je vais avoir un message de confirmation. Je fais OK. Et vous voyez, on incrémente à nouveau jusqu'à obtenir 1000 points. Alors, si vous souhaitez revenir à une valeur inférieure, comme 100 points, il vous faudra rafraîchir la page en appuyant sur la touche F5. C'est-à-dire que je retourne sur mon petit rectangle, j'affiche 100, je valide, et donc pour que la courbe se régénère complètement, eh bien, il faudra faire F5. Dans un autre tutoriel, nous aborderons plus en détail la gestion de ces ajustements. Mais ici, j'ai choisi de ne pas surcharger le contenu afin que vous puissiez bien comprendre les fonctionnalités essentielles à cette réalisation. Le focus de ce tutoriel était surtout sur la courbe et la récupération des données en temps réel. Pour ceux qui sont intéressés par le générateur de tension, sachez qu'un tutoriel spécifique sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube avec le code et les schémas téléchargeables. Alors passons maintenant au schéma de cette réalisation. Nous voici donc dans le schéma. Alors là, nous avons les deux ESP32. Donc le premier, le plus important, c'est l'ESP32-S3. Donc c'est celui qui est à votre droite. Celui-ci, c'est celui qui va donc avoir la page web, qui va nous permettre de tracer les courbes et de les afficher donc sur notre navigateur. Et puis à gauche, eh bien vous avez donc l'ESP32, là j'ai pris un standard, où on récupère sur le GPIO 25 donc le signal que nous allons envoyer sur le GPIO 12 de l'ESP32 qui est générateur de courbes. Donc celui de gauche, c'est le générateur de tension aléatoire. Celui de droite, c'est le traceur de courbes qui possède notre page web. Il n'y a rien de très compliqué là-dessus. Vous voyez, il y a deux fils à brancher. Je ne pense pas que ça va être la grande difficulté de ce tuto. Donc on va passer tout de suite dans le code. Nous allons maintenant entrer dans les détails de l'explication du code. Chaque ligne sera étudiée minutieusement. Si vous avez besoin de données techniques supplémentaires sur une ligne en particulier, des informations complémentaires apparaîtront à l'écran pendant mes explications. Pour les sujets les plus complexes, des fiches techniques seront disponibles à la fin de la vidéo. Le thème abordé ici, c'est l'intégration d'une page web dans un ESP32, qui peut sembler complexe, car ce n'est pas une tâche évidente. C'est pourquoi il est essentiel de bien comprendre chaque étape du processus de construction. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors pour que notre ESP32 puisse se connecter à Internet, héberger une page web, communiquer des données en temps réel, nous avons besoin de 3 bibliothèques, Wi-Fi, Web Server et Arduino JSON. La bibliothèque Wi-Fi est utilisée pour connecter notre ESP32 à un réseau Wi-Fi. Elle nous permet de configurer facilement le SSID et le mot de passe réseau, de vérifier l'état de connexion et d'obtenir l'adresse IP. Ensuite, nous avons Web Server. Cette bibliothèque permet de transformer le ESP32 en serveur web miniature. C'est grâce à elle que nous pouvons gérer les requêtes entrant des clients. Et enfin, nous avons Arduino JSON, qui est une bibliothèque qui nous permet de formater les données en JSON. Le format JSON est extrêmement pratique pour structurer les données et les rendre compréhensibles
par des scripts JavaScript dans l'interface web. Pour que l'ESP32 puisse se connecter au réseau Wi-Fi et communiquer sur le réseau local, nous devons définir deux éléments, le nom du réseau et le mot de passe. La première ligne SSID contient le nom du réseau auquel le ESP32 va se connecter. La seconde ligne contient le mot de passe associé à ce même réseau Wi-Fi. Et évidemment, ces deux variables sont définies comme des chaînes de caractères. Ensuite, ici, nous créons un objet serveur web pour le ESP32 à l'aide de cette ligne. Ce serveur est essentiel pour nous permettre de fournir une interface web à partir de notre microcontrôleur. En utilisant la classe Web Server, nous simplifions la gestion des requêtes HTTP et rendons le ESP32 capable de servir des pages web. Alors, le paramètre 80 représente en fait le port sur lequel le serveur écoutera. C'est le port standard pour les connexions HTTP, ce qui veut dire que nous n'avons pas besoin de spécifier de numéro de port particulier lorsque nous nous connectons à l'ESP32 via un navigateur web. Ensuite, nous allons commencer par définir quelques variables essentielles pour notre projet. La première ligne est une constante qui spécifie la broche GPIO 12 de l'ESP32. C'est à cette broche que nous connectons notre capteur de courant ou éventuellement notre générateur de tension aléatoire. Ensuite, nous avons cette variable et cette variable est utilisée pour stocker la valeur du courant que nous mesurons en ampères. Ensuite, nous avons cette fonction et cette fonction est là pour transformer la valeur brute lue par le ESP32 en une valeur de courant réelle, exprimée en ampères. En effet, la valeur que nous lisons avec le capteur est une valeur analogique brute, comprise entre 0 et 4095. Cette valeur n'a pas encore de signification pour nous en termes de courant. Grâce à cette fonction, nous convertissons cette valeur brute en une valeur utilisable, en divisant d'abord la valeur brute par 4095, puis en la multipliant par 20, pour adapter ce ratio à la plage de mesure du capteur, qui va par exemple ce capteur de 0 à 20. Alors, si on prend un exemple, une valeur de 2048 points, donnerait un courant de 10 ampères. En fait, cette conversion, c'est ce qui nous permet de rendre le courant mesuré compréhensible par l'utilisateur final et de l'afficher sur notre interface de manière claire et exploitable. Ensuite, nous passons à cette fonction qui permet de préparer les données de courant pour qu'elles puissent être envoyées au client au format JSON, facilitant ainsi l'intégration avec le JavaScript de l'interface web. Tout d'abord, nous allons créer un objet et cet objet sert à stocker les informations que nous voulons transmettre. Ensuite, nous ajoutons une donnée à cet objet avec la clé courant et la valeur courant value, qui représente la mesure actuelle du courant. Cela nous permet de structurer les données de manière lisible et compréhensible pour les scripts côté client. Ensuite, nous convertissons cet objet en une chaîne. Cela transforme en fait nos données en un format qui peut être facilement transmis et interprété par le JavaScript de notre page web. Et enfin, la fonction retour de cette chaîne JSON qui est utilisée par le serveur pour répondre aux requêtes des clients. En utilisant ce format JSON, le JavaScript de l'interface web peut facilement extraire la valeur du courant et mettre à jour le graphique et d'autres éléments de l'affichage. Alors là, nous avons une grande fonction et cette fonction sert en fait à envoyer la page web principale que les utilisateurs consultent lorsqu'ils accèdent à l'ESP32 depuis le navigateur. Cette page web n'est pas seulement une interface simple, elle est le centre de surveillance en temps réel du courant mesuré par l'ESP32. Cette fonction fournit l'ensemble du code HTML et JavaScript nécessaire pour construire l'interface utilisateur. Elle affiche non seulement la valeur du courant mesuré en temps réel, mais elle inclut également un graphique dynamique qui montre l'évolution de cette mesure au fil du temps. Le graphique est créé avec la bibliothèque Chart, ce qui rend l'affichage interactif et visuel, permettant de bien voir les variations du courant. En plus de l'affichage du graphique, l'utilisateur peut interagir avec la page en ajustant le nombre de points de données affichés sur le graphique. Cette personnalisation se fait via une entrée qui permet d'augmenter ou de diminuer la densité des informations affichées, en fonction évidemment de vos besoins. Maintenant, nous rentrons dans les détails de cette fonction. Et pour commencer, nous avons cette ligne de code qui est importante pour envoyer une page web au client qui se connecte à l'ESP32 via le navigateur. Elle permet au serveur de répondre avec succès en précisant que le contenu est une page HTML et cette page est ensuite présentée au client sous forme d'interface utilisateur. Pour faciliter l'intégration de la page HTML dans le code, nous utilisons un write string littéral.
Cela permet d'insérer directement le HTML complet sans avoir besoin d'échapper chaque caractère spécial, rendant en fait le code plus lisible et surtout plus facile à gérer. Alors là, nous avons la première ligne du code HTML. Cette déclaration indique au navigateur que le document est écrit en HTML5. Elle permet au navigateur de comprendre qu'il doit interpréter le document en mode standard. Ça garantit que toutes les fonctionnalités modernes du HTML5, comme les balises avancées et les éléments multimédia, seront correctement prises en charge. Ensuite, nous avons cette balise qui indique que le contenu de la page est en français. Cet attribut langue est surtout utile pour améliorer l'accessibilité de la page. Cependant, dans notre projet, où l'interface de l'ESP32 est principalement destinée à quelques utilisateurs techniques, cette balise n'a pas un impact majeur. Elle reste une bonne pratique pour rendre notre page HTML plus standard, mais elle n'apporte pas de fonctionnalité indispensable. Ensuite, nous avons cette balise, et cette balise, c'est une section essentielle de notre page HTML. Même si elle n'est pas visible directement par l'utilisateur, on peut la voir comme une boîte contenant des informations sur la page, un peu comme la carte d'identité de cette page. Elle se trouve toujours au début du document, juste après la balise HTML et avant la balise body. Alors, ces informations qu'on appelle métadonnées servent principalement à définir les éléments clés, comme le titre de la page, le jeu de caractères utilisé et les scripts qui ajoutent des fonctionnalités interactives à la page. Alors là, nous avons une autre balise, et cette balise est l'une des métadonnées que l'on place dans la section d'en-tête de notre page HTML. Elle permet de définir l'encodage des caractères, c'est-à-dire la manière dont le navigateur va comprendre et afficher chaque caractère. En utilisant l'encodage UTF-8, nous nous assurons que tous les caractères de notre page sont correctement interprétés. Cela inclut non seulement les caractères standards de l'alphabet, mais aussi tous les caractères spéciaux comme les accents, ou même les symboles provenant d'autres langues. Sans cette balise, le navigateur pourrait mal interpréter certains caractères, ce qui pourrait entraîner des erreurs d'affichage, surtout pour le texte en français. Alors là, nous avons cette balise, qui est là pour garantir que notre interface web s'adapte parfaitement à tous les appareils, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un smartphone. En fait, avec cette balise, nous assurons que la page de surveillance du courant est toujours lisible et utilisable et adaptée à tous les écrans, sans nécessité de zoom manuel. C'est ce qui rend notre interface web plus conviviale, surtout si l'utilisateur consulte les données sur son smartphone, une tablette, un PC ou un autre type de matériel. Alors là, avec cette balise, elle est faite en fait là pour définir le titre de la page. Alors dans notre cas, nous avons défini le titre comme ESP32 surveillance de courant. Ce titre apparaît en haut de l'onglet du navigateur, indiquant à l'utilisateur que cette page est dédiée au suivi des mesures de courant en temps réel. Nous avons là cette balise que nous utilisons ici pour intégrer la bibliothèque char dans notre page de surveillance. En utilisant l'attribut src, nous importons directement la bibliothèque. En fait, char nous permet de créer des graphiques en temps réel pour visualiser les mesures de courant capturées par notre ESP32. Grâce à cette bibliothèque, les graphiques sont mis à jour automatiquement, permettant de suivre l'évolution du courant sans avoir à recharger la page. En utilisant un CND, nous simplifions le processus d'intégration. Il n'est pas nécessaire de stocker la bibliothèque sur notre ESP32, ce qui est un avantage quand on a des contraintes de mémoire. Alors, dans cette section de script, nous définissons 3 variables clés qui vont nous permettre de créer un graphique. Premièrement, nous déclarons letChar pour stocker l'instant du graphique une fois qu'il sera créé. Cette variable nous permet de manipuler le graphique tout au long de l'exécution, comme l'ajouter à la page ou le mettre à jour avec de nouvelles données. Ensuite, nous avons letCharData, qui est un tableau où seront stockées toutes les valeurs de courant mesurées. Ce tableau est constamment mis à jour avec chaque nouvelle mesure, ce qui nous permet d'afficher des variations de courant de manière fluide et continue sur le graphique. Et enfin, la variable letMaxData, qui, elle, définit la limite du nombre de points affichés sur le graphique. Cette limite garantit que la page reste toujours lisible et réactive. Maintenant, nous allons expliquer fonction par fonction. Ben oui, parce que dans cet ensemble, il y a plusieurs fonctions. Alors, si vous voulez plus d'informations sur chacune des lignes de code, pour cette fonction par exemple, il vous suffira d'aller dans les fiches techniques correspondantes qui vont s'afficher sur l'écran pour avoir le détail de chaque ligne. Alors, à chaque fois qu'on va travailler sur une fonction, on va utiliser le même stratagème pour éviter que le tuto dure des heures. Et en plus, vous aurez une documentation bien plus satisfaisante. Alors, cette fonction, par exemple, est chargée de récupérer les données de courant directement depuis notre ESP32, afin que la page web puisse les afficher et les actualiser dynamiquement.
Concrètement, elle envoie en fait une requête HTTP au serveur ESP32 pour demander les valeurs du courant réel. Lorsque le serveur répond, la fonction récupère ces données et les affiche immédiatement sur la page web, permettant à l'utilisateur de voir la valeur du courant en temps réel sans à recharger la page. Mais cette fonction ne s'arrête pas là. Une fois la valeur récupérée, elle met également à jour le graphique en utilisant la fonction qui est signalée justement par cette flèche. Grâce à cela, l'utilisateur peut suivre les variations du courant au fil du temps de façon visuelle. Alors, nous avons aussi cette fonction, et cette fonction est importante pour maintenir notre graphique à jour. Elle est responsable de l'intégration de nouvelles mesures de courant dans le graphique et de la gestion de l'affichage. Cette fonction commence par vérifier si le nombre de points donnés est supérieur à la limite définie. Si c'est le cas, elle supprime les anciennes valeurs pour permettre aux nouvelles d'être ajoutées. Elle ajoute ensuite la valeur mesurée et met à jour le graphique avec l'ensemble des valeurs actuelles. Le graphique est alors rafraîchi, permettant à l'utilisateur de visualiser les variations de courant. Ensuite, nous avons cette fonction qui est utilisée pour modifier le nombre de points visibles sur le graphique, directement à partir de l'interface utilisateur. Elle commence par récupérer la valeur entrée par l'utilisateur dans le champ d'entrée prévu à cet effet. Cette valeur correspond à la limite du nombre de points que le graphique pourra afficher simultanément. Ensuite, elle vérifie que la valeur entrée est bien supérieure à 0, car un graphique ne peut pas avoir une limite de 0 ou un nombre négatif de points. Si la nouvelle limite est valide, elle met à jour la variable qui contrôle le nombre de points, maxData.point. Enfin, la fonction affiche une alerte pour informer l'utilisateur que les modifications ont été bien prises en compte. Cette fonction rend notre interface flexible et adaptable. L'utilisateur peut facilement ajuster le niveau de détail qu'il souhaite voir sur le graphique, en fonction évidemment de ses besoins. Nous avons après cette fonction qui est utilisée pour initialiser notre graphique de surveillance de courant, dès que la page est entièrement chargée par le navigateur. Cette fonction est importante car elle garantit que l'interface de visualisation des données est prête dès que l'utilisateur accède à la page. Pour commencer, elle récupère le contexte Canva, l'élément sur lequel le graphique sera affiché. Alors, ensuite, elle crée donc un graphique linéaire grâce à la bibliothèque Chart en spécifiant toutes les options nécessaires, comme le type de graphique, le titre des axes et la couleur de la courbe. Ce graphique est configuré pour afficher l'évolution du courant au fil du temps, avec un axe X représentant le temps et un axe Y représentant la valeur du courant. Et enfin, la fonction met en place une mise à jour régulière du graphique, en appelant une fonction getData toutes les secondes. Cela garantit que les valeurs de courant seront constamment mises à jour, offrant une visualisation en temps réel à l'utilisateur. D'ailleurs, nous allons voir tout de suite cette ligne qui réalise cette opération, c'est-à-dire set intervalle getData, qui est un élément qui rend notre interface de surveillance du courant réellement dynamique et réactive. En appelant la fonction getData toutes les secondes, cette instruction nous permet de récupérer les nouvelles mesures de courant directement depuis le ESP32 et de les intégrer à l'interface de l'utilisateur. Ça signifie que chaque seconde, les valeurs sont actualisées à la fois dans le texte de la page et sur le graphique. L'utilisateur peut ainsi voir l'évolution du courant en temps réel sans avoir besoin d'effectuer des actions manuelles comme recharger la page ou cliquer sur un bouton. Dans cette partie, nous allons parler des balises de script, head et body et leur importance dans la structure de la page HTML. En fait, cette balise est utilisée pour marquer la fin du code JavaScript dans la page. Ce JavaScript est essentiel pour rendre la page interactive. Par exemple, il est utilisé pour mettre à jour les valeurs de courant en temps réel, ainsi que pour manipuler le graphique qui s'affiche. En fermant la balise avec /script, nous disons au navigateur que le script est terminé et qu'il peut continuer à traiter les autres éléments de la page. Ensuite, nous avons cette balise qui clôt la section du document HTML. Cette section contient des métadonnées qui ne sont pas visibles pour l'utilisateur, mais qui définissent ces informations importantes, telles que le titre de la page, le style CSS et les bibliothèques JavaScript nécessaires. En terminant cette section avec /head, nous avons configuré tout ce qu'il faut pour le fonctionnement de la page avant de passer à la partie visible. Et cette partie visible commence ici. La partie visible de cette page est utilisée avec cette balise, celle que l'utilisateur va voir et avec laquelle il va interagir. Tout le contenu, y compris le titre de la page, les graphiques, les boutons et les mesures de courant direct, est inclus dans le body. C'est dans cette section que l'on retrouve l'interface utilisateur, rendant notre page, évidemment, informative et utile. Ensuite, nous avons cette ligne qui définit le titre, qui est en fait le titre principal de notre page web. Alors, en HTML, la balise H1 est utilisée pour indiquer le titre le plus important de la page. Ici, ce titre informe directement l'utilisateur
de l'objectif de l'interface, qui en fait surveillait le courant à l'aide de l'ESP32. Alors là, nous avons quelque chose d'un petit peu différent, hein. C'est pour donc afficher le graphique. Alors cette balise était essentielle pour la partie visuelle de notre projet. Ici, nous avons une surface de dessin créée avec Canva qui servira à afficher les graphiques de mesure de courant en temps réel. L'attribut ID Chart permet d'identifier ce Canva de façon unique, afin que JavaScript puisse y accéder et tracer les données qu'il reçoit du serveur. Les dimensions du Canva sont celles-ci, celles qui sont affichées là sur l'écran, et ont été choisies pour que le graphique soit assez grand pour être lisible tout en restant compact à l'écran. Alors pour rendre notre interface encore plus pratique et flexible, nous avons ajouté un menu de personnalisation du graphique. L'utilisateur peut choisir de modifier la limite du nombre de points affichés grâce à cette petite section. Nous avons d'abord un paragraphe qui explique clairement à l'utilisateur ce qu'il peut faire, c'est-à-dire modifier la limite du nombre de points affichés. Ensuite, on a un champ d'entrée numérique qui est proposé, permettant de saisir le nombre de points que l'on peut afficher. La valeur par défaut est 100, mais l'utilisateur peut l'ajuster selon ses besoins. Et enfin, nous avons un bouton « Appliquer » qui est fourni pour confirmer le changement. Lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton, la fonction JavaScript est exécutée. Cette fonction prend la valeur saisie et met à jour le graphique en conséquence, permettant une personnalisation immédiate et efficace de l'affichage des données. Nous allons maintenant à nouveau parler des balises /body et /html qui clôturent notre document HTML. La balise /body est utilisée pour marquer la fin de la partie visible de notre page. Tous les éléments que nous avons ajoutés, que ce soit le titre, le graphique, les valeurs de courant en temps réel ou le bouton interactif, se trouvent dans la section body. Une fois que tout cela est mis en place, nous utilisons la balise /body pour indiquer au navigateur que la partie interactive et visible de la page est terminée. Ensuite, la balise /html marque la fin de l'ensemble du document HTML. Ça signifie que tout le contenu de la page, qu'il s'agisse des métadonnées dans la section head ou des éléments visibles dans la section body, est maintenant entièrement défini. Ce fragment de code marque la fin d'une chaîne de caractères bruts que nous avons utilisée pour écrire du HTML directement dans notre programme C++. Cette méthode est appelée WriteStrictLiteral, nous permet de rédiger du HTML sans avoir à échapper chaque caractère spécial, comme les guillemets ou les balises, ce qui rend le code beaucoup plus lisible. Ensuite, nous avons cette fonction qui est utilisée pour gérer la requête HTTP lorsqu'un client demande la valeur actuelle du courant. Elle commence par lire la valeur brute du capteur connecté à l'ESP32. Cette valeur brute est une donnée numérique qui reflète la mesure de la tension en entrée de la broche, mais elle n'est pas encore exprimée en ampères. Ensuite, elle utilise la fonction convert_to_courant pour convertir cette valeur en une valeur de courant réelle, exprimée en ampères. Cette étape transforme une simple lecture numérique en une valeur significative et compréhensible pour l'utilisateur. Et enfin, cette fonction envoie cette valeur au client qui en fait la demande, sous forme de données JSON. Cette approche permet au client d'accéder aux données de manière structurée et standardisée, facilitant l'affichage et l'analyse des valeurs du courant. Grâce à cela, l'utilisateur peut visualiser en temps réel les mesures de courant, que ce soit dans un navigateur ou dans toute autre interface capable de traiter le JSON. C'est cette fonction qui nous permet de communiquer avec les clients qui veulent surveiller les mesures de courant en temps réel. Nous voici dans la fonction Setup, et cette ligne est utilisée pour initialiser la communication série de l'ESP32 à une vitesse de 115 200 baux. Cette initialisation permet de communiquer directement avec un ordinateur via le port USB. Après, nous avons la ligne qui est utilisée pour configurer la broche du GPIO 12 de l'ESP32 en tant qu'entrée. En utilisant le mode Input, nous disons à l'ESP32 que cette broche sera utilisée pour lire les signaux provenant de notre capteur de courant ou éventuellement du générateur de tension aléatoire de l'autre ESP32. Ensuite, nous avons ces lignes de code permettant à l'ESP32 de se connecter au réseau Wi-Fi. La première étape est d'utiliser wifi.begin, qui initialise la connexion avec le réseau que vous avez spécifié en utilisant le SSID et le mot de passe. Ensuite, nous avons une boucle qui vérifie en permanence si le ESP32 est bien connecté. Tant que la connexion n'est pas établie, la boucle continue, et nous avons également un petit message qui s'affiche à chaque seconde sur le moniteur série. Une fois la connexion réussie, un message connecté au Wi-Fi est envoyé au moniteur série, ce qui permet de confirmer que notre ESP32 est prêt à être utilisé. Nous avons ensuite ces deux lignes de code pour l'identification de l'ESP32 sur le réseau. La première, serial.print, adresse IP, envoie un message descriptif au moniteur série. Cela sert à introduire l'information qui va suivre.
à savoir l'adresse IP attribuée à l'ESP32. Grâce à cela, nous savons que ce qui sera affiché ensuite est l'adresse IP nécessaire pour accéder en fait à l'interface. La deuxième ligne affiche l'adresse IP réelle obtenue par le ESP32 après la connexion réseau Wi-Fi. C'est cette adresse IP que vous allez entrer dans votre navigateur web pour accéder à l'interface de surveillance en temps réel. Ici, nous avons deux lignes qui permettent de définir les routes sur notre serveur web ESP32. La première associe la route racine, c'est-à-dire la page principale de notre serveur, à la fonction. Ça signifie que lorsque vous tapez l'adresse IP de votre ESP32 dans un navigateur, c'est cette fonction qui est appelée. Et elle génère la page HTML principale que vous voyez. Cette page affiche le titre, le graphique et toutes les informations de base nécessaires pour surveiller le courant. La deuxième ligne est utilisée pour gérer les demandes spécifiques de données. Cette route est accessible via /courant et est utilisée par le JavaScript dans la page web pour obtenir la valeur du courant en temps réel. En accédant à cette route, nous appelons la fonction qui envoie la mesure actuelle de courant au format JSON, permettant à la page web de mettre à jour le graphique et d'afficher les nouvelles valeurs. Ensuite, nous avons deux lignes pour la mise en place du serveur web. La première, serveur begin, c'est celle qui démarre réellement le serveur en fait. Ça signifie que le ESP32 est maintenant prêt à écouter les requêtes HTTP sur le port 80, qui est le port standard pour les connexions web. Ensuite, nous avons serial pring, où c'est marqué par exemple serveur web démarré, qui est un simple message de confirmation affiché dans le moniteur série. Ce message nous permet de vérifier que tout s'est bien passé et que le serveur est opérationnel. Et enfin, nous avons la fonction loop qui est au cœur du fonctionnement continu de l'ESP32. Alors, contrairement à la fonction setup qui ne s'exécute qu'une seule fois, au démarrage, loop tourne en permanence tant que le ESP32 est alimenté. Ça garantit que notre microcontrôleur est toujours prêt à réagir à des événements. Dans cette fonction loop, nous avons une ligne clé. Et cette ligne clé, c'est cette méthode qui est utilisée en fait pour gérer les requêtes HTTP des clients qui se connectent au serveur web intégré. En gros, si vous voulez, chaque fois qu'un utilisateur accède à l'ESP32 via son navigateur, que ce soit pour afficher la page principale ou pour obtenir une mise à jour des valeurs de courant, eh bien cette fonction veille à ce que la requête soit reçue et traitée correctement. Nous arrivons maintenant à la fin de l'explication de notre code. Comme je l'ai mentionné plusieurs fois, travailler sur le ESP32 nécessite beaucoup de travail et d'explications, en particulier pour comprendre la construction des pages web. Alors pour ceux qui souhaitent apprendre à créer des interfaces web sur le ESP32, il est important de rentrer dans les détails afin de bien comprendre toutes les subtilités de cette démarche. Et n'hésitez surtout pas à aller à la fin de la vidéo pour les fiches techniques. Alors, ce tutoriel avait pour but de vous guider à travers ces différentes étapes et d'expliquer en profondeur comment chaque élément est mis en place. J'espère que cela vous a permis de mieux appréhender la création de pages web adaptées à l'ESP32. Alors, le tutoriel touche à sa fin. Si vous avez trouvé ces explications claires et utiles, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains projets. Activez également la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.